Bienvenue sur notre chaîne. Ici nous partageons avec vous chaque semaine un livre audio sur la liberté financière. Merci de vous abonner. Bonne écoute. Le trader discipliné. Développer des attitudes gagnantes. Mark Douglas. Au sommaire de ce livre vous avez avant-propos, préface, remerciements. Partie 1. Introduction. Chapitre 1. Pourquoi j'ai écrit ce livre. Chapitre 2. Pourquoi une nouvelle méthodologie de pensée. Partie 2. La nature de l'environnement de trading d'un point de vue psychologique. Chapitre 3. Le marché a toujours raison. Chapitre 4. Il y a un potentiel illimité de profits et de pertes. Chapitre 5. Les prix sont en mouvement perpétuel sans début ni fin définie. Chapitre 6. Le marché est un environnement non structuré. Chapitre 7. Dans l'environnement du marché, les raisons sont sans importance. Chapitre 8. Les 3 étapes pour devenir un trader à succès. Partie 3. Construire un cadre pour comprendre nous-mêmes. Chapitre 9. Comprendre la nature de l'environnement mental. Chapitre 10. Comment les souvenirs, les associations et les croyances gèrent l'information environnementale. Chapitre 11. Pourquoi nous devons apprendre à nous adapter. Chapitre 12. La dynamique de l'atteinte des objectifs. Chapitre 13. Gérer l'énergie mentale. Chapitre 14. Techniques pour effectuer un changement. Partie 4. Comment devenir un trader discipliné. Chapitre 15. La psychologie du mouvement des prix. Chapitre 16. Les étapes vers le succès. Chapitre 10. C'est une note finale. Avant-propos. Ma position unique dans la communauté financière m'a permis l'opportunité rare de parler et de questionner des milliers de traders, courtiers et conseillers en trading depuis 1979. Je ne suis pas un courtier ni un rédacteur de lettres. Je suis le directeur général de CompuTrack, une entreprise qui fournit une analyse technique aux traders d'actions et de contrats à terme. Je perçois ma position comme étant neutre, celle qui permet aux gens de s'ouvrir et de me parler librement. J'ai commencé à trader pour mon propre compte en 1960 et j'ai très vite pris conscience des blocages psychologiques sous-jacents à un bon trading et à une bonne gestion de l'argent. Cette réalisation a été confirmée par tous ceux qui ont conseillé avec moi. En conséquence, je ressens sincèrement que le succès en trading est à 80% psychologique et à 20% de sa méthodologie, qu'elle soit fondamentale ou technique. Par exemple, vous pouvez avoir une connaissance médiocre des informations fondamentales et techniques, et si vous êtes en contrôle psychologique, vous pouvez gagner de l'argent. À l'inverse, vous pouvez avoir un excellent système, un que vous avez testé et qui a bien fonctionné pendant une longue période, pourtant si le contrôle psychologique n'est pas là, vous serez le perdant. Un bon trader sait par expérience qu'au fil du temps, il peut s'engager dans plus de transactions perdantes que gagnantes. Mais la gestion de l'argent, et une évaluation soigneuse des risques protégés par des stops réalistes, garderont le trader hors de problème et garantiront que lors des grands mouvements, il réalisera un profit. La gestion de l'argent est composée des 2 éléments essentiels, la gestion psychologique et la gestion des risques. La gestion des risques découle des facteurs psychologiques étant véritablement compris par le trader et en place avant même que le risque soit considéré. Je voudrais particulièrement mettre en garde les nouveaux traders et participants au marché que lire et analyser passivement vos motivations est certainement une nécessité, mais le test décisif vient avec le trading actif sous pression. Commencez lentement. Remettez en question chaque trade. Qu'est-ce qui l'a motivé? Comment le trade a-t-il été géré? A-t-il été réussi? Pourquoi? Avez-vous perdu? Pourquoi? Écrivez votre évaluation et référez-vous à vos commentaires avant de faire votre prochain trade. Lors de tous les principaux séminaires CompuTrack, j'essaie d'avoir un animateur d'atelier qui s'adresse aux participants sur les aspects psychologiques du trading. Le faucheur qui tue votre capital et disparaît avec vos profits n'est pas le mystérieux et omniprésent il mais un simple vous égaré. Médée a dit juste avant de tuer ses enfants, je sais quel mal je suis sur le point de faire, mais mon moi irrationnel est plus fort que ma résolution. Si ce sentiment reflète votre état d'esprit lorsque vous tradez, alors le trader disciplinaire est définitivement le type de livre que vous devriez lire. Quel plaisir de lire ce livre. Ma propre éducation m'a coûté cher à la dure. Je peux me lire dans les pages, c'est moi, c'est moi. Mark a soigneusement façonné son livre en un dialogue logique et complet. On dirait que vous êtes à ses côtés et qu'il l'explique comme un ami, ce que je sais que vous apprécierez. Vous avez de la chance car vous prenez le temps maintenant, avant d'avoir commis une grave erreur, j'espère, d'apprendre sur vous-même et d'étudier votre métier.
Les traders qui prennent le temps de réfléchir et de pratiquer survivront et pourront peut-être prospérer. Préface. Le trader disciplinaire est un guide complet pour comprendre la psychologie de l'autodiscipline et de la transformation personnelle nécessaire pour devenir un trader réussi en action ou en contrat à terme. Ce livre servira de guide étape par étape pour s'adapter avec succès aux caractéristiques psychologiques inhabituelles du monde du trading. Je dis s'adapter parce que la plupart des personnes s'aventurant dans l'environnement de trading ne le reconnaissent pas comme étant très différent de l'environnement culturel dans lequel elles ont été élevées. Ne reconnaissant pas ces différences, elles n'auraient aucun moyen de savoir que bon nombre des croyances qu'elles ont acquises pour leur permettre de fonctionner efficacement dans la société agiront comme des barrières psychologiques dans l'environnement de trading, rendant leur succès en tant que trader extrêmement difficile à atteindre. Atteindre le niveau de succès qu'elles désirent en tant que trader nécessitera qu'elles apportent au moins quelques changements, sinon beaucoup, dans la façon dont elles perçoivent l'action du marché. Contrairement à d'autres environnements sociaux, l'arène du trading a de nombreuses caractéristiques nécessitant un très haut degré d'autocontrôle et de confiance en soi de la part du trader qui entend fonctionner avec succès au sein de celle-ci. Cependant, beaucoup d'entre nous manquent de cet autocontrôle parce qu'en tant qu'enfants, nous avons appris à fonctionner dans un environnement structuré où notre comportement était contrôlé par quelqu'un de plus puissant que nous, dont le but était de manipuler notre comportement pour qu'il se conforme aux attentes de la société. Ainsi, nous avons été forcés par des forces externes à nous comporter d'une certaine manière à travers un système de récompense et de punition. En récompense, nous recevions la liberté de nous exprimer d'une manière désirée. En punition, nous serions soit empêchés d'obtenir ce que nous voulions, causant une douleur émotionnelle, soit nous étions infligés de diverses formes de châtiment corporel, causant une douleur physique. En conséquence, la seule forme de contrôle du comportement que nous avons typiquement apprise pour nous-mêmes était basée sur la menace de douleur, soit émotionnelle soit physique, de la part de quelqu'un ou de quelque chose que nous percevions comme ayant plus de pouvoir que nous-mêmes. Et puisque nous étions forcés de renoncer à notre pouvoir personnel au profit d'autres personnes, nous avons naturellement développé beaucoup de nos ressources traditionnelles pour le succès à partir du même cadre mental. En conséquence, nous avons appris qu'acquérir le pouvoir de manipuler et de forcer des changements sur des choses en dehors de nous était le seul moyen d'obtenir ce que nous voulions. Une chose que vous apprendrez en tant que trader est que les ressources mentales que vous utilisez pour obtenir ce que vous voulez dans votre vie quotidienne ne fonctionneront pas dans l'environnement de trading. Le pouvoir et le contrôle nécessaires pour manipuler les marchés sont au-delà de tout sauf d'une poignée d'individus. Et les contraintes externes qui existent dans la société pour contrôler votre comportement n'existent pas dans l'environnement du marché. Les marchés n'ont absolument aucun pouvoir ou contrôle sur vous, aucune attente de votre comportement, et aucun égard pour votre bien-être. Si, en fait, vous ne pouvez pas contrôler ou manipuler les marchés et que les marchés n'ont absolument aucun pouvoir ou contrôle sur vous, alors la responsabilité de ce que vous percevez et de votre comportement résultant réside uniquement en vous. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous-même. En tant que trader, vous avez le pouvoir soit de vous donner de l'argent, soit de donner votre argent à d'autres traders. Et les manières dont vous choisissez de faire cela seront déterminées par un certain nombre de facteurs psychologiques qui ont peu ou rien à voir avec les marchés. Et cela sera ainsi jusqu'à ce que vous acquériez de nouvelles compétences et appreniez également à vous adapter aux conditions telles qu'elles existent dans l'environnement du marché. Pour opérer avec succès dans cet environnement, vous devrez apprendre à vous contrôler de manière qui peut vous sembler complètement étrangère. Vous devrez également apprendre à vous accorder la liberté mentale de changer votre perspective pour remarquer des possibilités alternatives d'obtenir ce que vous voulez dans l'arène du trading, indépendamment de vos attentes sur la manière dont vous allez l'obtenir. Il n'y a que quelques traders qui ont pris conscience qu'ils sont seuls complètement responsables du résultat de leurs actions. Encore moins sont ceux qui ont accepté les implications psychologiques de cette réalisation et savent quoi en faire. Rares sont ceux d'entre nous qui grandissent en apprenant à opérer dans une arène qui permet une liberté totale d'expression créative, sans structure externe pour la restreindre de quelque manière que ce soit. Dans l'environnement de trading, vous devrez établir vos propres règles et ensuite avoir la discipline de les respecter. Le problème est que le mouvement des prix est fluide, toujours en mouvement, tout à fait différent des événements hautement structurés auxquels la plupart d'entre nous sont habitués. Dans l'environnement du marché, les décisions qui vous confrontent sont aussi infinies que les mouvements de prix que vous avez l'intention de tirer parti. Vous n'avez pas juste. Pour décider de participer, vous devez également décider quand entrer, combien de temps rester et dans quelles conditions sortir. Il n'y a pas de début, de milieu ou de fin,
seulement ce que vous créez dans votre propre esprit. En plus des implications psychologiques négatives qui accompagnent ces décisions, vous devez être conscient que même si vous faites l'engagement financier minimum d'un contrat par transaction, il y a un potentiel illimité de profit ainsi qu'un potentiel illimité de perte. D'un point de vue psychologique, cela signifie que chaque transaction a la possibilité de réaliser vos rêves les plus fous d'indépendance financière, et vous présente simultanément le risque de perdre tout ce que vous possédez. Le mouvement de prix en constante évolution rend extrêmement facile pour vous d'ignorer le risque et de vous tenter à croire que vous n'avez pas à suivre vos propres règles, cette fois-ci. Voici un environnement qui offre une liberté d'expression totale combinée à des possibilités illimitées et un risque illimité. Si vous y placez un participant qui est inconscient de ces conditions psychologiques, alors ce que vous avez est une formule pour un désastre émotionnel et financier. Ce scénario sombre explique certainement pourquoi si peu de gens gagnent de l'argent en tant que traders. En réalité, presque tous ceux qui tentent de trader sous-estiment complètement la difficulté et surestiment par conséquent leur capacité à satisfaire leurs attentes gonflées. Par conséquent, la plupart, sinon la totalité, des personnes qui tradent infligent un certain degré de dommage psychologique à elles-mêmes. Je définis dommage psychologique comme tout cadre mental ayant le potentiel de générer de la peur. La peur résulte de toute croyance concernant les conditions environnementales qui a le potentiel de causer soit une douleur physique soit une douleur émotionnelle telle que le stress, l'anxiété, la confusion, la déception ou la trahison. Les conditions émotionnelles douloureuses sont essentiellement le résultat d'attentes non satisfaites. Les attentes non satisfaites créent un conflit entre les croyances d'une personne sur la façon dont les choses devraient être et les conditions environnementales réelles qui ne correspondent pas à ces croyances. Ce conflit s'exprime à travers nos émotions sous la forme de douleurs que nous étiquetons généralement comme stress, anxiété, confusion, etc. Les gens semblent éviter la douleur instinctivement en construisant des défenses mentales contre l'intrusion d'informations environnementales qui confirmeraient l'existence de tout conflit. Ces défenses consistent en des dénis, des rationalisations et des justifications, qui entraîneront toute une distorsion perceptuelle. La distorsion perceptuelle se produit lorsque notre système mental déforme automatiquement les informations environnementales en façonnant et en excluant sélectivement certaines informations pour compenser le conflit entre ce que nous attendons et ce que l'environnement nous offre. Cela sera fait de telle manière que nous croirons qu'une réalité partagée existe entre nous-mêmes et l'environnement extérieur, évitant ainsi toute douleur. Je définis une réalité partagée comme une correspondance entre les croyances d'une personne concernant l'environnement et le conditions environnementales réelles qui existent. Si vous déformez les informations du marché, vous ne partagez pas une réalité avec les marchés, et vous vous adonnez également à une illusion, dans la mesure où vous vous cachez de la possibilité de déception. À ce stade, vous vous préparez à ce qui pourrait être appelé une conscience forcée. Évidemment, si les marchés font quelque chose d'autre que ce que vous vous permettez de percevoir, alors quelque chose doit céder. Ces distorsions continueront jusqu'à ce qu'il y ait une telle disparité entre votre état d'esprit acquis et les informations de marché conflictuelles que les défenses mentales s'effondreront. Cela crée généralement un état de choc, où vous pouvez vous demander comment les choses ont pu devenir si mauvaises si rapidement. Dans une telle situation, le marché vous force à confronter vos illusions d'une réalité partagée, créant une douleur de conscience forcée. À un moment donné de votre carrière de trader, vous devrez comprendre comment nous tous, en raison de notre éducation commune, essayons de contrôler les événements du marché à travers notre perception de ce que nous pensons se passer ensuite et ensuite nous accrochons rigidement à ces attentes. C'est ici que vous devez apprendre à acquérir le type de flexibilité mentale qui vous permet de changer votre perspective pour être conscient d'autres alternatives et possibilités. Vous ne pourrez peut-être pas contrôler les marchés, mais vous pouvez contrôler votre perception d'eux afin d'atteindre un degré plus élevé d'objectivité, résultant en un degré plus élevé de réalité partagée avec les marchés. Aussi douloureuses que puissent être ces consciences forcées, elles ne sont pas susceptibles de vous dissuader d'être attiré par les opportunités que les marchés ont à offrir. Cependant, l'effet psychologique cumulatif sur vous sera très négatif. Si vous avez souffert de plusieurs consciences forcées, votre perception de l'activité du marché deviendra finalement fortement orientée vers l'évitement de la douleur plutôt que vers la recherche d'opportunités. Votre peur de perdre de l'argent, d'avoir tort ou de manquer une opportunité deviendra votre principale motivation à agir ou à ne pas agir. Maintenant, il y a plusieurs problèmes majeurs qui résultent lorsque la peur devient une motivation à faire ou ne pas faire quelque chose. Tout d'abord, cela limitera votre gamme d'opportunités perçues en réduisant votre champ d'attention, le maintenant sur l'objet de votre peur.
Cela signifie qu'à partir de toutes les informations de marché disponibles, vous ne percevrez que les informations qui, en effet, valideront ce que vous craignez le plus. Votre peur exclura systématiquement de votre conscience les informations de marché qui indiqueraient l'existence d'autres alternatives et opportunités. Alors que vous commencez à comprendre la relation négative entre la peur et la perception, vous pourriez être surpris d'apprendre que dans vos tentatives d'éviter des pertes, vous les créez en réalité. La peur limitera également votre gamme de réponses à une situation donnée. De nombreux traders souffrent considérablement lorsqu'ils savent exactement ce qu'ils veulent faire mais, lorsque le moment d'exécuter arrive, trouvent eux-mêmes complètement immobilisés. Avant que quiconque puisse réussir dans un environnement avec le caractère non structuré de l'environnement de trading, il faut développer un suprême sens de la confiance en soi et de la confiance en soi. Je définis la confiance en soi comme une absence de peur et la confiance en soi, savoir quoi faire au moment où cela doit être fait, puis le faire sans hésitation. Toute hésitation ne fera que créer du doute et de la peur. Dans la mesure où le doute existe comme un état d'esprit, dans cette même mesure vous ressentirez de la peur, de l'anxiété et de la confusion. Les expériences négatives qui résultent du trading dans un état de peur, d'anxiété et de confusion, créeront ou ajouteront à une croyance déjà existante d'inadéquation et d'impuissance. Peu importe à quel point l'un d'entre nous peut essayer de cacher aux autres ce qui se passe, nous ne pouvons évidemment pas cacher nos résultats à nous-mêmes. Si le comportement du marché vous semble mystérieux, c'est parce que votre propre comportement est mystérieux et ingérable. Vous ne pouvez vraiment pas déterminer ce que le marché est susceptible de faire ensuite lorsque vous ne savez même pas ce que vous ferez ensuite, peu importe ce que vous pouvez percevoir ou vouloir. Les quelques traders réussis qui ont, d'une certaine manière, transcendé ces obstacles psychologiques ont été généreux avec leurs perles de sagesse en trading en une ligne. Apprenez à accepter une perte, allez avec le flux, la tendance est votre ami, coupez vos pertes et laissez vos profits courir. Pour connaître les marchés, vous devez vous connaître vous-même, et ainsi de suite. Le trader disciplinaire explore pleinement, décompose, puis organise les composants psychologiques de ce conseil en un processus d'apprentissage étape par étape, un processus qui vous guide à travers les différentes étapes nécessaires pour vous orienter avec succès dans l'environnement de trading. Ce livre vous expliquera quelles compétences sont nécessaires, pourquoi vous devez les comprendre, et surtout, comment les apprendre. Ce livre est organisé en 4 sections. La première se compose des 2 premiers chapitres et sert d'introduction. La deuxième se compose des chapitres 3 à 8 et définit les problèmes ou défis de devenir un trader réussi. La troisième section se compose de 6 chapitres qui vous donneront l'aperçu de base dont vous aurez besoin pour identifier ce qui doit être changé dans votre environnement mental et ce que vous pouvez faire pour le changer. La quatrième section se compose des chapitres 15 et 16 qui mettent tout ensemble dans un cadre unifié pour développer des compétences de trading spécifiques. Vous apprendrez comment observer l'action du marché d'un point de vue objectif, déterminer où vous devez vous limiter, et établir les étapes que vous devrez suivre pour élargir ces limitations de manière productive et psychologiquement saine. Remerciements. La plupart des gens sont probablement bien conscients que rédiger un livre est une tâche très difficile, une tâche qui nécessite souvent l'aide et le soutien d'un certain nombre de personnes dans la vie de l'auteur. Il y a un certain nombre de personnes que je veux reconnaître comme étant essentielles pour m'aider à réaliser ce livre, y compris mes parents, John et Helen Yosin. Mes frères et sœurs Cray, Don et Sandy Yosin pour tout leur amour et leur soutien. Brad Johnson, mon partenaire dans Trading Behavior Dynamics, pour toute sa patience et sa gentillesse. Jim Sutton, Bonnie Marlowe, Jake Bernstein, Elizabeth McKeans, Michael Hurley, Steve Sukenik et Jack Carr pour m'avoir aidé à commencer. Tous les traders avec qui j'ai travaillé au cours des 6 dernières années, en particulier Jim Grievold, Jerry Stonecker, Jack Braswell, Steve Bianucci, Mick Campbell et Chuck Petty pour leur amitié et leur soutien. Tim Slater pour m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer en tant qu'orateur et écrivain. Rich Miller pour son soutien et d'être un bon ami. Laurie et Nikki Marlowe pour le bonheur qu'elles ont apporté dans ma vie. Et surtout, mon ami et collègue auteur Kurt Leland pour tout ce qu'il m'a appris et pour m'avoir montré le chemin. Partie 1. Introduction. Chapitre 1. Pourquoi j'ai écrit ce livre. Depuis que j'ai commencé à travailler sur ce livre à l'été 1982, presque toutes les dimensions du trading à terme ont explosé en croissance. Il y a de toutes nouvelles bourses, de nouveaux contrats, plus de services de conseil et d'actualité, une variété croissante de livres et de publications, et des systèmes de trading techniques de plus en plus sophistiqués,
presque tous avec des applications informatiques pour faciliter le suivi des marchés. Cependant, même avec cette croissance énorme des services liés au trading, un fait inéluctable demeure, il y a toujours un très petit groupe de traders sophistiqués qui prennent le plus grand pourcentage de profit des marchés, faisant bien plus de 90% de tous les autres traders des perdants nets année après année. Dans le trading à terme, pour chaque dollar de profit gagné par un trader, il doit y avoir un dollar équivalent perdu par un autre trader. Si quelques traders gagnent de l'argent de manière constante à grande échelle, alors leurs profits doivent venir directement des poches des milliers d'autres traders qui contribuent très fidèlement à leurs gains quotidiens. Certains de ces traders très réussis sont des figures publiques, mais la plupart ne sont connus que dans les régions de Chicago ou de New York. Inutile de dire que tout le monde veut savoir ce qu'ils font et comment ils le font. Il doit y avoir une différence entre ces deux groupes de traders, la petite minorité de gagnants et la vaste majorité de perdants qui veulent savoir ce que les gagnants savent. La différence est que les traders qui peuvent gagner de l'argent de manière cohérente sur une base hebdomadaire, mensuelle et annuelle abordent le trading d'un point de vue de discipline mentale. Lorsqu'on leur demande leur secret de succès, ils affirment catégoriquement qu'ils n'en ont pas atteint. Mesure de cohérence dans l'accumulation de richesses grâce au trading jusqu'à ce qu'ils apprennent l'autodiscipline, le contrôle émotionnel et la capacité de changer d'avis pour s'adapter au marché. Tout d'abord, je veux souligner que l'autodiscipline, le contrôle émotionnel et l'apprentissage à changer d'avis après avoir pris un engagement sont tous des problèmes psychologiques qui n'ont rien à voir avec les services d'information, les services de conseil, les nouvelles bourses ou les systèmes de trading techniques ou fondamentaux, informatisés ou non. Deuxièmement, d'après mes expériences de trading, mes observations et mes recherches, j'ai découvert que tous les traders, qu'ils soient gagnants ou perdants, semblent partager certaines expériences très communes. Soit au début, soit à un moment donné de leur carrière de trading, tous les traders éprouvent de la confusion, de la frustration, de l'anxiété et la douleur de l'échec. Les quelques traders qui passent par cette phase pour accumuler de la richesse sont ceux qui finissent par confronter et travailler sur des problèmes psychologiques très difficiles concernant ce que signifie être un trader, et ce processus de réalisation et de changement prend normalement plusieurs années, même pour les meilleurs d'entre eux. Si l'autodiscipline et le contrôle émotionnel sont les clés du succès, ils ne sont pas nécessairement des traits avec lesquels nous naissons. Au contraire, ce sont des caractéristiques que nous acquérons en apprenant certaines compétences mentales. Acquérir ces compétences mentales est souvent le résultat d'un processus d'apprentissage par essai-erreur qui peut être très coûteux financièrement et généralement rempli de douleurs émotionnelles et de souffrances. Le plus grand problème avec une approche par essai-erreur dans le trading est que la plupart des gens perdent tout leur argent avant de passer par le processus. Et d'autres traders qui ont suffisamment d'argent pour continuer à trader ne se remettent jamais complètement des effets du traumatisme psychologique qu'ils se sont infligés pour apprendre à trader avec succès de manière cohérente. Cela ne laisse qu'un nombre relativement restreint de personnes qui réussissent. Tous les grands traders, qu'ils soient passés ou présents, ont trouvé très difficile d'expliquer ce qu'ils font, comment ils le font, et plus important encore, la progression des étapes qu'ils ont suivies pour arriver là où ils en sont. Beaucoup partageraient volontiers avec d'autres ce qu'ils savent sur le marché et son comportement, mais pas nécessairement sur leur comportement en tant qu'individu. Ils mettraient cependant souvent en garde ceux qui recherchaient leur sagesse pour comprendre que toute la connaissance du marché dans le monde ne leur sera d'aucune utilité tant qu'ils n'auront pas appris ce qui peut être appelé autodiscipline et contrôle émotionnel, sans nécessairement être capables d'expliquer ce que c'était. Par exemple, couper vos pertes rapidement est un excellent conseil souvent donné comme un axiome de la sagesse du trading. Mais comment expliquer à quelqu'un les étapes nécessaires pour apprendre à faire cela ? Surtout lorsqu'il interagit avec un environnement en mouvement perpétuel et qui lui offrira toujours la possibilité que le marché puisse revenir et le rendre entier, s'il est dans une position perdante. Si vous prenez en considération que son argent et son estime de soi sont en jeu et que le retour du marché est toujours une possibilité viable, peu importe à quel point cela peut sembler éloigné, alors vous pouvez voir à quel point il est difficile d'expliquer pourquoi il doit couper ses pertes. Il est encore plus difficile d'expliquer comment il peut le faire d'une manière qui convient à sa psychologie unique. La manière la plus simple d'expliquer comment appliquer ce type de sagesse, sans l'expliquer réellement, est de dire, eh bien, si vous voulez être un trader à succès, vous devez apprendre l'autodiscipline et le contrôle émotionnel. Je ne crois pas que ce type de conseil vague était intentionnel, cependant, pour principalement deux raisons. Premièrement, l'autodiscipline et le contrôle émotionnel sont des concepts abstraits qui ne sont pas facilement expliqués ou compris. Nous entendons ou lisons souvent ces mots, mais demandez à quiconque que vous connaissez de définir l'un de ces concepts,
et vous obtiendrez probablement un regard vide. Deuxièmement, les traders à succès d'aujourd'hui ont commencé leur parcours sans carte, panneaux indicateurs, ou directives, ni le bénéfice de savoir exactement où ils devaient aboutir, d'un point de vue psychologique, pour accumuler leur fortune. Ils ont dû explorer le monde du trading par un moyen d'autoréflexion et de réajustement qui était très exigeant et chronophage. On pourrait dire qu'ils ont plus ou moins trébuché à travers cela en apprenant de chaque erreur, beaucoup petites et d'autres qui étaient dévastatrices tant financièrement qu'émotionnellement. À un moment donné, ils ont probablement réalisé que quelque chose en eux avait changé parce que le type normal d'activité de marché qui avait autrefois un impact émotionnel très négatif sur eux, comme la colère, le stress, l'anxiété et la peur, n'avait tout simplement plus le même effet. Ils ont dû acquérir une certaine mesure de confiance en eux pour répondre de manière appropriée à toutes les conditions de marché possibles, car il existe une corrélation directe entre le niveau de confiance d'une personne et les émotions négatives mentionnées. La confiance et la peur sont des états d'esprit qui sont similaires par nature, seulement séparés par degrés. À mesure que le niveau de confiance d'une personne augmente, son degré de confusion, d'anxiété et de peur se dissipe proportionnellement. Cette confiance se développerait naturellement à mesure que les gens apprenaient à se faire confiance pour faire ce qui devait être fait, sans hésitation. En conséquence de ce type de confiance en soi, ils n'auraient plus besoin de craindre le comportement apparemment imprévisible et erratique des marchés. Cependant, le point principal que je fais ici est que le processus de changement qui a eu lieu était dans l'environnement mental et la psychologie de chaque trader individuel. Les marchés n'ont pas changé, les outils utilisés n'ont pas changé, le trader a changé. Maintenant, lorsque les traders traversent une transition dans leur développement personnel et apprennent une nouvelle compétence sur une base d'essais-erreurs, il est peu probable qu'ils tiennent un registre détaillé des étapes de ce processus d'apprentissage, surtout si ce processus était caractérisé par la douleur, l'anxiété et la frustration. Évidemment, si quelqu'un ne sait pas exactement comment il a acquis les compétences qu'il a maintenant, alors, naturellement, il serait extrêmement difficile pour lui d'expliquer à quelqu'un d'autre comment il les a obtenus. De plus, en ce qui concerne le trading, une fois que quelqu'un gagne le genre d'argent dont il a toujours rêvé, il n'y a pas beaucoup d'incitation à dépenser le temps et énergie nécessaires pour décomposer ces compétences abstraites en un processus d'apprentissage efficace dont d'autres peuvent tirer un certain bénéfice. Développer des programmes éducatifs pour expliquer comment devenir un trader réussi nécessite un ensemble de compétences complètement différentes de celles nécessaires pour être trader. Comme cela sera expliqué dans un instant, le processus d'apprentissage et le type de transformation personnelle qui était nécessaire pour me permettre d'écrire ce livre était distinctement différent du type de processus d'apprentissage que j'ai vécu en tant que trader pour réaliser pourquoi un livre comme celui-ci devait être écrit. Un processus d'apprentissage a été choisi et l'autre a été forcé. Ce que je veux dire par forcé, c'est que j'ai dû perdre ma maison, ma voiture, et pratiquement tout le reste que je possédais pour apprendre certaines des manières dont je devais changer ma perspective pour opérer efficacement dans l'environnement de trading. Perdre tous mes biens a été une expérience complètement transformante, une expérience qui m'a beaucoup appris sur la nature de la peur et les effets débilitants qu'elle a sur la capacité d'une personne à trader efficacement. Le type d'insight que j'ai acquis à la suite de cette expérience est le type de processus d'apprentissage que j'appelle une prise de conscience forcée. C'est là que la nature et les caractéristiques de l'environnement dans lequel j'opérais étaient très différentes de ce que je croyais qu'elles étaient. D'abord par ignorance, et parce que j'ai mis en place des défenses mentales pour bloquer ma perception de certaines informations. Finalement, j'ai été forcé par les marchés à reconnaître de nombreuses choses sur moi-même que je n'aurais autrement pas considérées. Lorsque tous les symboles externes qui représentaient une grande partie de mon identité ont disparu, je n'avais pas d'autre choix et j'ai été forcé de me percevoir de nouvelles manières différentes. Ces événements se sont produits en mars 1982. À l'époque, j'étais un cadre commercial chez Merrill Lynch Commodities dans son bureau de la Chicago Board of Trade. Moins d'un an auparavant, en juin 1981, j'avais déménagé des banlieues de Détroit où je profitais, du moins financièrement, d'une carrière très réussie dans l'assurance de biens et de responsabilité civile. J'ai quitté le Michigan et le succès pour déménager à Chicago et devenir trader. Je suis allé travailler pour Merrill Lynch parce que je n'avais pas assez d'argent pour acheter une place à la Chicago Board of Trade ou à la Chicago Mercantile Exchange et je ne savais pas que l'on pouvait louer des places à l'époque. J'avais un appartement cher sur la côte dorée de Chicago et une Porsche. Je maintenais une maison dans une banlieue aisée de Détroit où ma petite amie et ses 2 filles vivaient. Et je faisais des allers-retours entre les 2 villes presque tous les week-ends pour leur rendre visite.
J'étais sous une pression financière extrême pour réussir parce que mes dépenses de style de vie étaient de loin supérieures à ce que je pouvais me permettre. À moins que je ne réussisse en tant que trader, il serait très difficile de réconcilier certaines des décisions que j'ai prises pour me mettre dans ce genre de situation. Au moment où j'ai déménagé à Chicago, j'avais déjà été trader pendant plus de 2 ans. 2 fois, avant de déménager, j'ai perdu tout mon capital de trading. Bien sûr, je me remettais rapidement à économiser et à recommencer. Mes brèves périodes de succès et quelques trades gagnants étaient suffisants pour justifier que je continue d'essayer. Une fois que j'étais très près de gagner plus d'un quart de million de dollars sur un trade, mais je me suis retiré juste avant le grand mouvement. Cela m'a dévasté, mais je suis également devenu complètement accro au trading et encore plus déterminé à réussir. De cette expérience, j'ai décidé d'acheter tous les livres que je pouvais obtenir et d'assister à tous les séminaires que je pouvais me permettre. Quelque chose qui était mentionné dans pratiquement tous les livres que j'ai lus était qu'il est très difficile d'apprendre à trader ou de maintenir un succès si l'on est sous une grande pression financière, ce qui signifie ne pas s'attendre à devenir un trader à succès si vous avez un capital de trading limité ou si vous tradez avec de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. J'enfreignais évidemment ces 2 règles car j'avais très peu de capital de trading par rapport à mon style de vie que je ne pouvais absolument pas me permettre de perdre. De plus, j'avais beaucoup d'autres preuves que les chances n'étaient pas exactement en ma faveur. Je suis venu à Chicago parce que je croyais que si je pouvais me rapprocher de l'action et rencontrer des gens qui savaient trader, je pourrais alors apprendre d'eux. J'étais en route pour un très rude réveil. J'étais chez Merrill Lynch Commodities, son 2e plus grand bureau de matières premières, avec 38 chargés de compte. Au début, j'étais choqué de découvrir qu'un seul des chargés de compte avait de l'expérience à trader son propre argent. Puis j'ai été encore plus choqué d'apprendre qu'aucun de ces chargés de compte n'avait de clients qui gagnaient de l'argent. En fait, le client typique perdait son capital initial en moyenne en 4 mois. Ma prochaine grande déception est survenue lorsque j'ai commencé à rencontrer et à me faire des amis avec autant de traders de floor que possible, croyant que si les gars dans les bureaux ne savaient pas comment gagner de l'argent, les traders de floor devaient certainement le faire. Encore une fois, j'ai trouvé les mêmes conditions qui existaient dans les bureaux. À part une poignée de traders de floor qui avaient une réputation et un mystère dont tout le monde semblait être en admiration, je ne pouvais trouver personne qui gagnait de l'argent de manière constante, qui n'était pas confus ou savait ce qu'il voulait faire et le faisait, sans d'abord demander à tout le monde autour de lui une confirmation qu'il faisait la bonne chose. Je n'implique pas que je n'ai pas rencontré de traders qui, à un moment de la journée, n'avaient pas gagné d'argent. Ils ne pouvaient tout simplement pas le garder. Je connaissais de nombreux traders qui pouvaient gagner 2000 ou 3000 dollars les premières heures de trading. Mais ils finissaient toujours par tout perdre, plus encore, peu de temps après. Tout le monde semblait souffrir des mêmes types de problèmes et d'erreurs que personne ne reconnaissait vraiment comme des problèmes. Évidemment, la nature des marchés rendait facile de ne pas avoir à confronter quoi que ce soit qui pourrait autrement être perçu comme un problème, car le prochain trade avait toujours la possibilité de rendre tout le reste de la vie de quelqu'un sans importance. Pourquoi s'occuper de quoi que ce soit si le prochain trade peut vous rendre riche? Tous les traders que je connaissais, y compris moi-même, étaient affectés par ce type de mentalité de gros trade. En fait, ma mentalité de gros trade était si omniprésente que je refusais de prendre des bénéfices de 500 ou 750 dollars dans de nombreux trades même lorsque je savais que c'était tout ce qu'il y avait à gagner. Cela peut sembler absurde, mais je ne prendrais pas de bénéfices de ce genre petite somme, parce qu'à ce moment-là, il semblait que le marché m'insultait en offrant de si maigres montants par rapport à ce dont j'avais besoin ou ce que j'attendais. Alors que mes problèmes financiers grandissaient, ma désespérance augmentait également. Et je n'étais certainement pas réconforté par quoi que ce soit de ce que je voyais autour de moi. Mais je m'accrochais encore à la croyance que je pouvais sortir de ces difficultés par le commerce. Jusqu'en mars 1982. À ce moment-là, tout était fini. À peine 8 mois après avoir déménagé à Chicago pour poursuivre mes rêves d'indépendance financière, il ne me restait rien d'autre que mon emploi, mon appartement, mes vêtements, une télévision et un lit. Pratiquement du jour au lendemain, presque tous les symboles qui validaient mon identité avaient disparu. Ce que je veux dire, c'est qu'une grande partie de ma conception de moi-même était constituée de mes possessions comme ma maison, ma voiture et surtout mon crédit. Maintenir un crédit impeccable était quelque chose dont j'avais toujours été fier. Maintenant, je me retrouvais sans aucune de ces choses. Comme je l'ai déjà souligné, ce n'est pas comme s'il n'y avait pas eu beaucoup de preuves pour suggérer la possibilité que cela se produise, car il y en avait.
mais il y avait une partie de moi qui ne voulait pas permettre une confrontation directe avec ces preuves ou les implications. C'était juste trop facile de faire des excuses pour toutes les choses qui se passaient autour de moi et qui ne s'additionnaient pas. Refuser de confronter ou de considérer les implications de toutes les informations contradictoires créait beaucoup de stress. Et pour aggraver la situation, j'avais cette peur intense de perdre tout. Mais encore une fois, j'ai fait tout ce qui était possible pour cacher cette peur et la mettre quelque part dans mon esprit où je ne pouvais pas la sentir. Pourtant, il devait y avoir une partie de moi qui pressentait ma chute imminente. Pourquoi d'autres aurais-je été si consumé par la peur? Mais comment pourrais-je faire face à tout cela quand je n'avais aucun moyen de réconcilier le déséquilibre que la perte de toutes ces choses créerait? Ce que je veux dire, c'est le déséquilibre entre ce que je croyais de moi-même et les choses qui validaient ces croyances. Qui serais-je après que toutes ces choses aient disparu? Eh bien, il ne m'a pas fallu longtemps pour le découvrir. Alors que ma condition financière se détériorait à des niveaux critiques, mes défenses mentales commençaient également à s'effondrer. J'ai finalement accepté l'inévitabilité de faire ce que je croyais être l'acte ultime d'échec et j'ai déposé le bilan. Il y avait beaucoup de choses qui ont changé en moi à la suite de cette expérience. Et comme quiconque forcé de faire face à des changements majeurs dans sa vie, j'ai beaucoup appris sur moi-même. La première chose qui s'est produite, ce qui était assez surprenant, c'est que le stress s'est dissipé. En fait, j'ai été envahi par un grand sentiment de soulagement, n'ayant rien à anticiper, à redouter ou à essayer désespérément de défendre. Je vivais ma plus grande peur et j'ai découvert qu'il n'y avait vraiment rien dans la situation que je ne pouvais pas gérer. Ce n'était pas aussi mauvais en réalité que je l'avais imaginé. J'étais toujours en vie et en bonne santé, j'étais capable de penser et de fonctionner, et j'ai commencé à apprécier ma capacité à penser comme mon plus grand atout. Ce sentiment d'appréciation a commencé à se développer à un niveau de compréhension plus profond sur la nature fondamentale de mon identité. Pour la plupart, j'ai grandi en croyant que qui j'étais consistait en les choses que je possédais. Possession de plus que je possédais, plus cela faisait de moi une personne. Ce que j'ai commencé à réaliser, c'est que j'étais plus que les choses que j'avais accumulées. Lorsque la façade a été retirée, cela m'a permis de sentir cette dimension plus profonde que, jusqu'à ce point, je n'avais qu'un léger aperçu. Ces nouvelles prises de conscience, à leur tour, m'ont aidé à comprendre comment avoir tort et perdre quelque chose ne me diminuait en rien en tant que personne. Je commençais à apprendre qu'il y avait une certaine liberté à me donner la permission d'avoir tort et peut-être qu'il n'existait pas d'échec, à moins que quelque chose de positif et d'utile ne soit appris de l'expérience. Cependant, je ne reliais pas ces expériences personnelles parce que je pensais qu'elles étaient particulièrement inhabituelles, sauf pour une. Tout le monde sait qu'il y a de nombreux traders qui perdent tout ce qu'ils possèdent, et même si certains d'entre eux parviendront à la même sorte de prise de conscience sur eux-mêmes, ils ne seraient pas nécessairement capables de le faire en tant que trader, compte tenu des exigences financières. Moi aussi, je n'étais pas en position financière de continuer à trader, sauf que j'avais encore mon emploi chez Merrill Lynch. En fait, pour moi, c'était comme d'habitude, comme si rien ne s'était passé. Je n'étais certainement pas sur le point d'annoncer à mes clients ou à quiconque dans le bureau que je venais de déposer le bilan. Mon travail en tant qu'agent de compte était l'une des rares choses qu'il me restait, et en ce qui me concernait, cela dépendait de ma capacité à être un bon trader. C'est la seule différence clé pour moi qui a finalement conduit à la création de ce livre. J'ai eu la chance de pouvoir continuer à trader pendant que ces changements psychologiques majeurs se produisaient, me plaçant dans une position unique pour examiner et étudier les diverses manières dont l'état de mon environnement psychologique intérieur affectait ce que je vivais dans l'environnement physique extérieur. Cette relation entre l'intérieur et l'extérieur n'est pas toujours évidente, mais dans cette situation, elle était inévitable. J'ai appris que les marchés offrent aux traders une opportunité de profiter des mouvements de prix, et ces opportunités sont essentiellement en mouvement perpétuel. C'est un environnement où l'individu a la liberté de créer ses propres résultats, sans être entravé par de nombreuses contraintes qui existent dans la vie sociale quotidienne. Ces opportunités sans fin font du marché un miroir parfait de l'attitude du trader. Ce que le trader voit dans ce mouvement et ce qu'il peut en faire, les marchés n'ont aucun contrôle là-dessus. Tous les choix et tout le pouvoir de transformer ces choix en expériences résident dans l'esprit de chaque trader. Par exemple, si je percevais le marché comme une menace, craignant ce qu'il pourrait me retirer, ce n'était pas parce que les conditions extérieures me menaçaient réellement d'une manière ou d'une autre. Il est devenu très évident pour moi que ma peur était le résultat de mon incapacité à anticiper les événements ou à agir de manière à servir le mieux mes intérêts.
C'était seulement le manque de confiance que j'avais en moi pour faire ce qui devait être fait que je craignais vraiment. De plus, j'ai découvert que mon cadre mental était structuré pour éviter les pertes à tout prix et de mes tentatives désespérées de le faire, j'ai en fait les a créées. Vous pouvez le penser de cette façon, aucun d'entre nous n'a la capacité mentale d'être conscient de tout ce qui se passe dans l'environnement en même temps. L'information environnementale sur laquelle nous concentrons notre attention, parmi tout ce qui existe, sera l'information qui a le plus d'importance pour nous. À mesure que nous allouons de plus en plus de notre attention à certains types d'informations, en raison de leur importance, nous excluons en même temps systématiquement d'autres types d'informations de notre conscience. J'ai créé mes pertes au lieu de les éviter simplement parce que j'essayais de les éviter. Au lieu d'être positivement concentré sur les informations du marché qui indiqueraient le potentiel d'opportunité, j'étais plus préoccupé par des informations qui validaient ce que je craignais le plus. En conséquence, une grande quantité d'informations sur le marché concernant d'autres possibilités et opportunités qui existaient à un moment donné m'a complètement échappé, me passant sous le nez. La seule façon dont j'aurais pu percevoir ces opportunités aurait été de laisser aller ce qui me faisait détourner mon attention de ce qui se passait sur le marché maintenant. Je n'avais aucun moyen de savoir ce que je manquais jusqu'à ce que mes croyances sur la signification des pertes et d'avoir tort commencent à changer. Une fois ce changement de perspective survenu, j'ai commencé à remarquer des caractéristiques de comportement du marché et des relations entre ces caractéristiques dont j'étais autrement totalement inconscient. À un moment donné, j'ai réalisé qu'étant donné que j'avais déjà tout perdu, je n'avais vraiment rien à craindre, et, par conséquent, j'ai appris involontairement l'une des leçons les plus importantes pour devenir un trader à succès, comment accepter une perte sans conséquences négatives. Pas de culpabilité, de colère, de honte ou d'autopunition. À mesure que ma peur de perdre s'est dissipée, je voyais et vivais un marché différent parce que j'étais différent. C'était comme si quelqu'un avait enlevé des œillères, que je ne savais pas qu'elles existaient, de mes yeux. Jusqu'alors, mon trading avait toujours été affecté par mes peurs. Je n'avais pas la moindre idée de ce que ce serait de trader sans peur ou que le faire était même une possibilité et encore moins que c'était, en fait, nécessaire pour réussir. Ce qui est également devenu très apparent pour moi, c'est l'étendue à laquelle toutes mes peurs m'avaient effectivement bloqué de comprendre pourquoi il était si absolument nécessaire d'avoir des règles de trading et de gestion de l'argent clairement définies qui devaient être suivies. Tout commençait à avoir du sens. Plus je suivais mes règles, plus j'avais confiance en moi. Plus j'avais confiance en moi, plus je pouvais concentrer mon attention sur des relations subtiles dans le comportement du marché pour apprendre de nouvelles choses sur le marché m'aidant à devenir un meilleur trader. Finalement, je pouvais évaluer les effets positifs que ces nouvelles attitudes avaient sur ma capacité à changer ma perspective et à m'adapter au marché. Moins je me souciais de savoir si j'avais tort ou non, plus les choses devenaient claires, rendant beaucoup plus facile de rentrer et sortir des positions, coupant mes pertes pour me rendre mentalement disponible pour saisir la prochaine opportunité. Par juin 1982, je commençais à gagner de l'argent de manière constante pour mes clients qui comptaient sur moi pour leurs transactions. Pas beaucoup d'argent selon les normes de la plupart des traders, mais régulier. J'avais des journées gagnantes qui se transformaient en semaines et mois gagnants. Puis, quelque part en août 1982, j'ai pensé à écrire un livre ou, à tout le moins, à développer un séminaire pour expliquer aux autres traders ce que j'avais découvert par moi-même. Dans le domaine de l'éducation, il y avait un vide certain sur le marché. Il n'y avait vraiment pas de matériel qui abordait la psychologie du trading à un niveau de compréhension suffisamment profond pour aider efficacement quelqu'un à comprendre pourquoi le succès était si insaisissable. J'ai écrit ce livre pour répondre à ce que je crois être un besoin critique pour les personnes qui souhaitent trader les contrats à terme des marchés boursiers d'avoir une approche organisée, systématique, étape par étape pour apprendre les compétences mentales nécessaires pour accumuler de la richesse en tant que trader. Le secret de cette approche est d'apprendre une nouvelle méthodologie de pensée. Chapitre 2. Pourquoi une nouvelle méthodologie de pensée ? Il est de mon intention dans ce chapitre de démontrer clairement comment une éducation sociale typique qui inculque à l'individu certaines valeurs et croyances qui composent une méthodologie de pensée utilisée pour réussir n'est pas pratique ou fonctionnelle et est incohérente avec les méthodes nécessaires pour réussir dans l'environnement de trading. Quelqu'un tentant d'opérer dans l'environnement de trading de toutes les manières familières qui garantirait d'obtenir ce qu'il veut se retrouvera probablement dans un état constant de frustration, d'anxiété et de peur, se demandant ce qui ne va pas ou pensant qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez lui. L'ironie est, bien sûr, qu'en surface, le trading semble si simple, alors qu'en réalité,
la plupart des gens le trouveront être l'effort le plus difficile qu'ils entreprennent jamais. Le succès semblera toujours si proche, et pourtant toujours si insaisissable. Et cette frustration continuera jusqu'à ce que le trader s'adapte aux conditions qui existent dans l'environnement de trading en apprenant une nouvelle méthodologie de pensée, celle qui fonctionne le plus efficacement dans cet environnement et non ce qu'il pense fonctionner sur la base de son éducation culturelle et sociale. Peut-être que beaucoup d'entre vous lisant ce livre ont entendu parler d'un séminaire proposé où vous pouvez apprendre à marcher pieds nus sur un lit de charbons ardents de 20 pieds. Les personnes qui ont développé la méthode pour le rendre possible l'ont fait en supposant que les réalisations des personnes qui font très bien les choses et excellent au-delà de ce que d'autres membres de la même culture de la société considéreraient comme possible le font en raison d'une manière spécifique de penser une méthodologie dans laquelle leurs croyances sont d'une certaine manière différentes de celles de tout le monde. Cette méthodologie peut être décomposée en un système qui peut être appris et ensuite enseigné à d'autres. La seule différence entre ceux qui excellent et ceux d'une réussite médiocre est qu'un groupe a appris une méthodologie de pensée qui n'est pas venue à l'esprit de l'autre. Avec cette hypothèse, il est de ma compréhension que les personnes qui ont développé le programme sont allées dans le Pacifique Sud et ont recherché ceux qui démontraient une capacité à marcher sur des charbons ardents pieds nus sans aucun dommage physique. Après avoir trouvé quelques-uns de ces marcheurs de feu du Pacifique Sud, les développeurs du programme ont procédé à analyser leurs croyances et attitudes afin d'arriver à une méthodologie de pensée qu'ils pourraient enseigner aux États-Unis. Je suis sûr que je n'ai pas besoin de souligner les implications physiques et émotionnelles d'essayer de marcher sur un lit de charbons ardents avec vos pieds nus. La peur générée par juste l'idée de le faire serait normalement écrasante. Le potentiel de dommages physiques à vos pieds avec la possibilité d'être handicapé pour le reste de votre vie est tout à fait réel. Et pourtant, comme présenté par plusieurs organisations de presse, à la fois à la télévision et dans la presse écrite, des personnes de tous horizons impliquées dans le séminaire ont accompli ce que nous conviendrions universellement d'être un exploit énorme. Ils ont surmonté leur peur et ont marché 20 pieds sur un lit de charbons ardents. Maintenant, je ne vais pas vous faire marcher sur le pit des futurs, mais les habitudes de pensée ont la vie dure. Et pour faire place à la nouvelle méthodologie de pensée que j'offre comme moyen d'exceller en tant que trader, vous devrez remettre en question certaines de vos croyances et sonder des concepts profondément enracinés de ce qui est possible. Parfois, seul un nettoyage mental approfondi peut vous aider à jeter l'échec pour faire place au succès. Et vous exposer à des informations qui peuvent vous amener à vous demander et si c'était vrai est le premier pas vers tout processus de purification mentale. Pour de nombreuses raisons, qui seront explorées plus en profondeur dans la partie I, il arrive rarement, voire jamais, au trader débutant que les marchés lui confrontent un environnement qui est catégoriquement différent de tout ce à quoi il est habitué ou formé à gérer efficacement par la société. Par exemple, les marchés peuvent être considérés comme un événement sans fin, toujours changeant, pratiquement sans structure, en mouvement perpétuel, avec un potentiel illimité de profit ainsi que de pertes à chaque transaction. L'impact psychologique sur l'individu interagissant avec un tel environnement est formidable surtout quand on considère les nombreuses façons dont nous structurons généralement nos vies avec des limites, des frontières et des règlements définis, afin que les choses restent fondamentalement les mêmes. Pour la plupart des gens, un environnement statique est un composant fondamental de leur sentiment de sécurité et de bien-être. Non seulement les marchés peuvent détruire le sentiment de sécurité d'une personne en forçant le trader à confronter, sur une base moment par moment, son manque d'acceptation du changement, mais ils produisent également un environnement émotionnel de compétitivité considérable et de stress. Il y a le besoin compulsif de gagner des millions, avec la peur simultanée de la dévastation financière. Les marchés taquinent un trader avec la très réelle possibilité de réaliser ses plus grands rêves d'indépendance financière et en même temps se tenir prêt et disposé à lui enlever tout ce qu'il possède et plus encore. De plus, les principes de temps, d'effort et de récompense associés à la plupart des situations de travail ne s'appliquent tout simplement pas au marché. Par exemple, de nombreux emplois offrent une récompense immuable, indépendamment de l'effort, en raison des salaires horaires ou des salaires annuels. Pour un trader, l'effort peut être sans importance, et il n'y a pratiquement aucune relation entre le temps et la récompense. Un trader peut être stupéfait par un bénéfice inattendu en quelques secondes pour avoir pris une simple décision et la seule énergie dépensée était mentale. Au départ, vous pourriez penser qu'il n'y a rien de mal à gagner beaucoup d'argent en quelques minutes ou secondes. Beaucoup. Que vous en soyez conscient ou non, la plupart d'entre nous, sinon tous, grandissent avec des systèmes de croyances hautement structurés concernant les conditions sous lesquelles nous méritons de recevoir de l'argent. En fait, beaucoup de gens,
en raison de leur conditionnement infantile et de leur formation religieuse, croient qu'ils ne méritent pas d'argent qu'ils n'ont pas gagné. Certes, gagner beaucoup d'argent en très peu de temps sans effort dépensé ne correspond pas à la définition que la plupart des gens ont de travailler pour leur argent. Alors, comment quelqu'un réconcilie-t-il des bénéfices inattendus avec ses croyances de travail structuré, surtout lorsqu'il n'en est probablement même pas conscient ou ne les prendrait pas en considération s'il l'était? Ce genre de conflit mental est généralement réconcilié par le trader trouvant un moyen astucieux, ingénieux ou banal de rendre son argent au marché. Ne pas s'adapter aux différences entre les environnements culturels et de trading ou simplement ne pas être conscient que des différences existent peut certainement expliquer de nombreuses erreurs de trading commises par la majorité des traders. Pourtant, une méthodologie de pensée peut non seulement redéfinir le comportement du marché en termes compréhensibles pour éviter de telles erreurs, mais elle peut également gérer la plupart, sinon toutes, les réactions émotionnelles indisciplinées typiques à ce comportement. Comportement culturellement apprendre qui résulte en une expérience de trading infructueuse. Dans une situation émotionnellement chargée qui nécessite une prise de décision en une fraction de seconde, il y a peu de temps pour comparer l'événement présent avec des expériences de marché précédentes. Vous ne remarqueriez probablement même pas si vous aviez agi de manière similaire dans le passé et subi les mêmes conséquences désastreuses. Parce que la situation présente est si immédiate, vous n'avez peut-être aucune idée de la façon dont votre comportement peut être typique et même irréfléchi. En fait, il se peut que ce soit une nouvelle pour vous qu'il n'y a qu'un nombre limité de telles réactions typiques menant à l'échec. Être capable de les reconnaître peut prévenir vous de répéter des erreurs passées sans perdre aucun de ce temps si nécessaire pour des décisions en une fraction de seconde. Les erreurs de trading typiques suivantes ont une cause spécifique ancrée dans une méthodologie de pensée qui peut être inchangée. 1. Refuser de définir une perte. 2. Ne pas liquider un trade perdant, même après avoir reconnu que le potentiel du trade est grandement diminué. 3. Être enfermé dans une opinion ou une croyance spécifique sur la direction du marché. D'un point de vue psychologique, cela équivaut à essayer de contrôler le marché avec votre attente de ce qu'il fera, j'ai raison, le marché a tort. 4. Se concentrer sur le prix et la valeur monétaire d'un trade, au lieu du potentiel du marché à bouger en fonction de son comportement et de sa structure. 5. Trader par vengeance comme si vous essayiez de vous venger du marché pour ce qu'il vous a pris. 6. Ne pas inverser votre position même lorsque vous sentez clairement un changement dans la direction du marché. 7. Ne pas suivre les règles du système de trading. 8. Planifier un mouvement ou sentir un mouvement se construire, mais ensuite se retrouver immobilisé pour frapper l'offre ou la demande, et donc se refuser l'opportunité de profiter. 9. Ne pas agir sur vos instincts ou votre intuition. 10. Établir un schéma cohérent de succès en trading sur une période de temps, puis rendre vos gains au marché en 1 ou 2 trades et recommencer le cycle. Compétences à acquérir. Pour exceller dans toute activité qu'elle soit mentale, comme le trading, ou physique, comme la natation, nous devons apprendre des compétences spécialisées. Ces compétences nous donnent les exigences nécessaires pour regarder, réfléchir et agir envers des événements d'une manière différente de ce à quoi nous pourrions être habitués ou ce que nous avons pu apprendre. Cependant, au-delà de la simple mécanique de l'activité que presque tout le monde peut maîtriser se trouve une méthodologie de pensée ou une stratégie particulière qui mène à l'excellence. Bien que peu de gens l'aient, une telle méthodologie de pensée peut néanmoins être apprise. Toute méthodologie de pensée nécessite une série d'approches aux objectifs et aux problèmes. Ces approches pourraient être mieux décrites comme des techniques mentales, voire des compétences d'application de la pensée. Par exemple, une telle compétence pourrait être la capacité d'identifier ces conditions qui sont propices à faire un common erreur de trading avant qu'elles ne se produisent réellement. D'autres techniques ou compétences incluent 1. Apprendre les dynamiques de l'atteinte des objectifs afin de rester positivement concentré sur ce que vous voulez, pas sur ce que vous craignez. 2. Apprendre à reconnaître les compétences dont vous avez besoin pour progresser en tant que trader et ensuite rester concentré sur le développement de ces compétences, au lieu de l'argent, qui n'est qu'un sous-produit de vos compétences. 3. Apprendre à vous adapter pour répondre plus facilement aux changements fondamentaux des conditions du marché. 4. Identifier le montant de risque avec lequel vous êtes à l'aise, votre niveau de confort en matière de risque et ensuite apprendre à l'élargir d'une manière qui soit cohérente avec votre capacité à maintenir une perspective objective de l'activité du marché. 5. Apprendre à exécuter vos transactions immédiatement dès que vous percevez une opportunité.
6. Apprendre à laisser le marché vous dire combien est suffisant, au lieu d'évaluer le potentiel selon votre système de valeurs personnelles de combien est suffisant. 7. Apprendre à structurer vos croyances pour contrôler votre perception du mouvement du marché. 8. Apprendre à atteindre et à maintenir un état d'objectivité. 9. Apprendre à reconnaître les informations intuitives réelles et ensuite apprendre à agir dessus de manière cohérente. Comment ceci est-il différent d'un système de trading? Les systèmes de trading nous donnent un moyen de définir, quantifier et catégoriser le comportement du marché. Puisque les marchés offrent aux traders une combinaison apparemment infinie de comportements, tous avec leurs opportunités et risques correspondants, il est facile de comprendre comment nos esprits peuvent être submergés. Les systèmes de trading limitent la portée du comportement du marché, et rendent donc cette activité un peu plus facile à gérer pour nos esprits. Ils nous donnent également des directions et des suggestions sur ce qu'il faut faire dans une situation de marché donnée. Sans eux, les traders pourraient facilement se sentir comme s'ils flottaient sans but dans une mercredi sans fin de possibilités et d'opportunités sans terre en vue. Puisque les systèmes de trading définissent l'opportunité et offrent des suggestions, suivre ces suggestions peut conduire au développement de compétences, même si en tant que suggestions, elles ne font que pointer la voie pour que votre conscience soit dirigée. Une véritable compétence non seulement indique la voie, mais commence presque automatiquement à diriger la conscience également. Et une méthodologie de pensée contrôle la sélection des compétences qui devraient être utilisées et quand. Je n'offre pas un système de trading dans ce livre. C'est plus un moyen d'interfacer un système de trading avec la structure psychologique de l'esprit. Si un système de trading fournit une prise de conscience des signaux du marché, et suggère des comportements appropriés pour toute situation de marché donnée, alors la méthodologie de pensée que je vais partager avec vous enseigne des compétences et des processus d'application des compétences. Avoir les compétences nécessaires pour manipuler consciemment son environnement psychologique est essentiel pour le trader qui reconnaît à quel point un système de trading peut soudainement devenir inefficace chaque fois qu'une situation tendue exige une décision en une fraction de seconde. La plupart des personnes lisant un livre de cette nature se considéreraient comme réussies à un degré ou à un autre, soit par essai-erreur, soit par l'application rigoureuse d'une formule éprouvée, à travers laquelle chacun a appris intentionnellement ou non des compétences ou des méthodologies de pensée pour atteindre ce succès. Dans tous les cas, nous avons tous une tendance naturelle non seulement à vouloir réussir dans quelque chose, mais aussi à appliquer les principes de succès qui fonctionnent très bien dans une situation à pratiquement tout le reste. Il ne nous vient souvent pas à l'esprit que certains environnements peuvent nécessiter des ressources psychologiques très différentes pour réussir. Supposons, par exemple, que vous essayez arbitrairement d'appliquer un certain système de pensée de succès au trading de contrats à terme ou d'actions sans d'abord enquêter sur l'utilité ou la validité de ce système par rapport aux conditions réelles telles qu'elles existent sur les marchés. Plus que probablement, vous seriez condamné à l'échec avant même de commencer. Évidemment, les gens ne commencent pas consciemment à trader avec la croyance qu'ils n'ont pas les bonnes ressources ou qu'ils vont échouer. En fait, c'est tout le contraire. Parce que la plupart des traders viennent de carrières très réussies en dehors du trading ou en profitent encore, ils ont une grande confiance en leur capacité à étendre ce succès dans l'environnement de trading. Cette confiance infondée, couplée à la façon dont les marchés déforment le concept de récompense d'une personne par rapport au temps et à l'effort dépensé, amènera le trader à former des attentes très irréalistes sur le type de résultat qu'il devrait atteindre. Croire que le trading est facile, est la raison des attentes irréalistes. Et c'est probablement la plus grande raison pour laquelle la plupart des traders ne dépassent jamais les niveaux initiaux de développement avant de perdre tout leur argent. Commencer en croyant que le trading est facile, est un piège psychologique qui attire presque tous les traders. Mais il n'est pas trop difficile de comprendre pourquoi, lorsque vous examinez la dynamique du processus par lequel nous établissons une norme de performance pour nous-mêmes afin d'évaluer nos progrès. Il y a 4 composants de base qui constituent la norme de performance d'une personne ou ses attentes en matière de résultats. D'abord, il y a notre concept de base du temps. La plupart des gens croient qu'il est limité passant non-stop et finira par s'épuiser. Deuxième est notre concept d'effort. Notre réserve d'énergie personnelle n'est pas inépuisable. Elle s'épuise, nous nous fatiguons, et nous pouvons même tomber malades si nous ne nous reposons pas correctement. Le troisième est notre concept d'expertise. Le nombre de compétences que nous avons apprises et notre degré de compétence dans l'utilisation de ces compétences. Il faut généralement beaucoup de temps et d'énergie pour acquérir de l'expertise. Maintenant,
L'une des principales façons dont nous apprenons à nous valoriser est basée sur notre croyance concernant la quantité de travail que nous faisons et le temps que cela prend. Ce qui nous amène au quatrième composant de l'équation, la récompense. Pour déterminer le montant de la récompense que nous devrions recevoir, nous ferons une évaluation de la difficulté ou de la facilité d'un travail en déterminant combien d'efforts nous devrons dépenser et en évaluant combien de temps le travail prendra, afin que nous puissions ensuite déterminer combien nous devrions être compensés. C'est comme notre propre formule d'offre et de demande personnelle pour notre temps et notre énergie. Maintenant, je vais rassembler tout cela pour démontrer comment le trading déforme tous ses composants d'une manière qui permet à quelqu'un de croire que le trading est facile. Tout d'abord, fonctionner dans l'environnement du marché nécessite très peu, voire aucun effort physique, surtout pour le trader hors du marché. Deuxièmement, le temps n'est pas un facteur pertinent car un trader peut être stupéfait avec des milliers de dollars de profit en quelques instants. Concevablement, vous pourriez effectuer un trade, ne jamais voir le marché aller contre votre position, et être récompensé à des niveaux bien au-delà de vos attentes de ce qui est possible. Une personne ne peut s'empêcher de faire l'association entre la rapidité à laquelle quelque chose comme cela pourrait se produire et la facilité que cela doit être car il n'y avait aucun effort physique requis. La plupart des gens n'ont pas besoin de vivre cela personnellement pour faire l'hypothèse erronée que le trading est facile. Ils le feront naturellement la première fois qu'ils expérimenteront l'action du marché. Ils supposeront qu'ils auraient été acheteurs à un certain point bas et auraient conservé pour liquider le trade avec un profit. Même si ce n'est que pour quelques ticks, invariablement, ils multiplieront ces ticks par plusieurs contrats pour se faire ces profits mentaux inattendus. Ces profits pourraient représenter un voyage exotique, une voiture de rêve, ou des pensées d'indépendance financière. Ensuite, ils compareront combien de temps et combien d'efforts ils doivent normalement fournir pour obtenir la même somme d'argent, et ce qui en résultera est une conclusion complètement erronée que le trading est facile. Le problème est qu'il est presque impossible pour le trader débutant de faire une évaluation raisonnable du niveau d'expertise requis pour fonctionner dans l'environnement de trading, comme apprendre à se limiter dans un environnement illimité, alors que peut-être pour la première fois de la vie du trader, il a la liberté de s'exprimer de manière créative sans aucune contrainte sociale, ou le temps qu'il faut pour acquérir cette expertise, surtout quand il semble que les profits devraient simplement affluer si facilement et si rapidement. Ces types d'hypothèses aveugleront le trader sur la véritable nature de l'effort. Le temps est certainement un facteur dans l'apprentissage de la perception des opportunités ou l'apprentissage de l'exécution parfaite de ces transactions. Ces deux compétences peuvent prendre beaucoup de temps à apprendre. Cependant, ni le temps ni l'effort ne sont des facteurs en relation avec le potentiel de récompense. Alors que se passe-t-il lorsque nous ne répondons pas à nos propres attentes? Surtout, lorsque presque tout le monde commence sa carrière de trader en pensant que c'est un jeu d'enfant et qu'il est à quelques instants de réaliser ses rêves financiers? Peu importe combien de temps, il peut falloir à un individu pour admettre qu'il n'y parvient pas, l'expérience est douloureuse et génère invariablement des sentiments d'inadéquation, de culpabilité et même de honte. Lorsque l'on échoue, surtout lorsque les attentes de succès sont si élevées, cela créera 3 grands obstacles psychologiques qui doivent être surmontés avant qu'un quelconque succès ne soit réalisé. Tout d'abord, vous devrez apprendre à vous libérer de tout sentiment d'inadéquation, de culpabilité ou de honte. Deuxièmement, vous devrez apprendre à identifier et à réparer les dommages psychologiques résiduels causés par les expériences émotionnellement douloureuses, car les expériences douloureuses ont le potentiel de générer de la peur. Enfin, vous devrez défaire toutes les habitudes de trading inappropriées et apprendre les compétences appropriées qui vous aideront finalement à accumuler la richesse que vous désirez grâce au trading. Pour beaucoup, ce que j'ai décrit peut sembler être une tâche écrasante, et je ne vais pas le minimiser le moins du monde. Même si vous ne vous êtes pas encore soumis à un traumatisme émotionnel, apprendre les compétences appropriées ne sera pas une tâche facile. Cependant, vous devez garder à l'esprit que les récompenses peuvent être astronomiques. Une autre entreprise ayant le potentiel illimité du trading de contrats à terme ou d'actions serait-elle facile? Au fur et à mesure que vous progressez dans ce livre, il est très important de garder à l'esprit que ni moi ni quiconque ne peut nier ce que vous considérez comme la structure de la réalité même si ce que je considère comme vrai et ce que vous considérez comme vrai peuvent différer de manière significative. La force, la violence ou même la torture ne vous feront pas abandonner vos croyances si vous ne le souhaitez pas. Cependant, si ce que j'offre produira un résultat que vous désirez, alors vous pourriez être tout à fait disposé à suspendre, au moins temporairement, ce que vous considérez comme vrai et voir si ce qui fonctionne pour moi fonctionnera également pour vous.
Les marcheurs sur le feu que j'ai mentionnés plus tôt ont démontré comment une méthodologie de pensée pouvait suspendre leur croyance que marcher sur un lit de charbons ardents endommagerait gravement leurs pieds même s'ils avaient appris tôt dans leur vie les dangers et la douleur de la chaleur intense. Peut-être pouvez-vous aussi suspendre certaines de vos croyances sur ce qui rend le trading réussi. Vous pourriez découvrir comment votre propre formation précoce avant même que vous envisagiez de devenir trader a pu produire des attitudes et des croyances contradictoires qui annulent toutes les bonnes intentions et le trading optimiste, et ainsi mener à l'échec. Il est compréhensible que, avant même de considérer la possibilité de changer certaines de vos croyances les plus profondes, vous souhaitiez certainement savoir non seulement comment le processus de modification des croyances fonctionne mais aussi quels avantages cela aura pour vous en tant que trader. Comme tous les traders, vous avez probablement lu à maintes reprises ce qu'il faut pour réussir dans le trading. Trader avec la tendance, couper vos pertes et laisser vos profits courir, la gestion de l'argent est la clé, et ainsi de suite. Aussi vrai que ces adages soient, ils sont trop vagues pour vous donner une connexion claire et compréhensible entre l'application de ces principes et leurs avantages, une expérience de trading positive et réussie. Si vous vous en souvenez, j'ai listé la résistance à accepter une perte parmi les erreurs de trading les plus courantes. Si vous avez déjà ressenti une telle résistance, vous avez probablement également rencontré la pensée suivante: comment puis-je accepter de petites pertes alors que ce que je veux faire est de gagner de l'argent, et je me sens comme un échec chaque fois que je perds. Votre impuissance dans une telle situation et les conséquences désastreuses pour vos finances sont à l'essence de cette discussion. Si, par exemple, vous pouvez changer ce que les pertes signifient pour vous et comment vous les représentez mentalement, alors dans la mesure où vous pouvez accomplir cela, vous vous libérerez du stress et de l'anxiété ressentie lorsque vous devez reconnaître qu'un trade donné est perdant et prendre l'action appropriée. Les quelques individus qui ont réussi de manière astronomique dans le trading ont à un moment donné appris à cesser d'essayer de conquérir les marchés ou de les faire correspondre à leurs attentes ou limitations mentales. À un moment donné de leur carrière de trading, ils ont compris les implications psychologiques d'un événement qui est sans fin, qui commence seulement lorsque l'on décide de participer, qui se termine seulement lorsque l'on en a eu assez, et qui se comporte sans le moindre égard pour la survie individuelle. Finalement, ils se sont adaptés à ces conditions psychologiques inhabituelles et exigeantes en changeant leur perspective, bien que, comme je l'ai déjà souligné à partir de mes expériences, le processus de changement n'est généralement pas le résultat d'un choix conscient de suivre une approche étape par étape, comme ce livre est conçu pour vous le donner. Dans notre vie quotidienne, il est beaucoup plus facile de contrôler l'environnement externe pour satisfaire nos désirs. Ce que je veux dire, c'est que si quelque chose doit changer pour obtenir ce que nous voulons, nous trouverons beaucoup plus facile de changer les conditions externes pour répondre à nos besoins avant d'essayer de changer notre perspective mentale. Changer nous-mêmes semblerait être le dernier recours absolu comme solution à tout problème. Alors, pourquoi iriez-vous consciemment vous atteler à la tâche d'apprendre à vous changer de l'intérieur? J'ai 3 raisons pour vous. Premièrement, parce que vous décidez d'apprendre de nouvelles compétences ou de nouvelles façons de vous exprimer. Deuxièmement, parce que vous pouvez avoir un certain nombre de croyances agissant comme résistance dans l'acquisition des nouvelles compétences que vous essayez d'apprendre. La troisième, j'y reviendrai dans un instant. En ce moment, je veux vous donner un exemple pour illustrer ces 2 premiers points. Un de mes clients a perdu un oncle avec qui il était très proche alors qu'il était encore enfant. Son oncle était très semblable à une figure paternelle pour lui, là où son propre père ne l'était pas. L'oncle est mort d'une crise cardiaque à un jeune âge faisant de l'exercice très intense. À cause de cette expérience, mon client a grandi en croyant qu'il mourrait également d'une crise cardiaque s'il faisait de l'exercice trop intensément. Ce qui aurait été juste un battement de cœur normal, pour n'importe qui d'autre, après avoir transpiré, il le percevait comme le début d'une crise cardiaque. Il commençait à hyperventiler et à arrêter de faire ce qu'il faisait. Évidemment, sa croyance sur la mort était très limitante. En conséquence, il n'a jamais participé à des sports étant enfant ou bien dans sa vie d'adulte. Eh bien, au moment où il avait la trentaine avancée, il a décidé qu'il ne mourrait pas prématurément d'une crise cardiaque comme son oncle. En fait, il n'a pris cette décision qu'après avoir dépassé l'âge auquel son oncle était mort. Quand cela ne s'est pas produit, il a abandonné toute cette notion. Décidant de renforcer son endurance, il m'a demandé quelques conseils sur la façon de devenir coureur, puisqu'il savait que je courais depuis des années. En un sens, courir était une nouvelle compétence pour lui et définitivement une nouvelle façon de s'exprimer. Alors nous sommes allés courir ensemble. Bien sûr, ce qu'il a découvert, c'est qu'il ne pouvait pas courir. Ce n'est pas qu'il ne pouvait pas faire les pas comme un coureur.
C'est juste qu'à chaque fois que son rythme cardiaque commençait à monter, il s'arrêtait net, même si son intention était de continuer. Ses croyances sur la mort due à l'exercice avaient encore beaucoup de pouvoir dans son environnement mental. Cette croyance agissait comme une résistance, travaillant contre son intention consciente de courir. Consciencieusement, il donnait des instructions à son corps pour continuer. Sa croyance conflictuelle, cependant, disait « Pas question, mon pote. Tu restes ici jusqu'à ce que ton rythme cardiaque redescende. » Dans cette situation, il était très facile de déterminer quel composant de son système mental avait plus de pouvoir sur son comportement. La troisième raison pour laquelle vous voudriez apprendre à changer de l'intérieur au lieu de forcer l'environnement à se conformer à votre constitution psychologique est strictement liée au trading. Les marchés sont tout simplement trop grands pour qu'une personne ou même un groupe d'individus puisse prévaloir longtemps. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le pouvoir financier de faire bouger les prix dans votre direction, alors vous allez devoir apprendre à vous adapter et à vous ajuster constamment aux conditions extérieures. Le choix est le suivant, vous pouvez soit vous adapter, soit continuer à vivre des leçons très douloureuses. Un petit indice, l'intensité de votre inconfort émotionnel et de la douleur que vous ressentez en tant que trader est une excellente indication de combien vous devrez changer pour trader sans peur et être constamment réussi. Vous pourriez demander, pourquoi considérer le marché d'un point de vue psychologique ? Le marché ne se comporte-t-il pas comme il le fait indépendamment de ce qu'un individu pense ou ressent à son sujet ? Ma réponse est la suivante, le marché se comporte comme il le fait à cause des interactions de centaines de milliers de personnes. Et puisque tous ces individus sont membres de la race humaine, indépendamment de leur origine nationale, conviction religieuse, ou quoi que ce soit, ils auront tous une chose en commun, la structure psychologique de l'esprit humain. Cette structure psychologique se comporte de certaines manières hautement prévisibles chaque fois qu'elle rencontre du stress ou des décisions en une fraction de seconde. Sur le marché, la peur de perdre sa fortune est tout aussi intense que la peur de perdre sa vie à cause d'une attaque par un animal sauvage. Cependant, même si nous participons tous collectivement, le marché n'est pas le même pour nous tous. Chaque mouvement que le marché fait a une signification et un impact différent sur chacun d'entre nous en tant qu'individu. Et l'expérience de chaque trader de ce mouvement est le résultat de son processus mental individuel d'intégration des informations environnementales et de tous les facteurs psychologiques internes uniques qui affectent son comportement. Donc, même si deux traders ou plus peuvent s'accorder sur ce qu'est le prix actuel, ils ne partageront pas la même expérience de la façon dont ce prix les impacte personnellement. La signification que vous attribuez à tout changement de prix particulier est le résultat de vos croyances. En tant que trader, vous devez constamment définir ce qui est élevé et ce qui est bas par rapport à vos croyances sur l'avenir. C'est la seule façon de gagner de l'argent, acheter bas et le revendre à un prix plus élevé ou vendre haut et le racheter à un prix plus bas. Tant que les prix continuent de bouger, ce mouvement créera des opportunités d'acheter bas et de vendre haut ou de vendre haut et d'acheter bas, et ces opportunités sont disponibles pour tous les traders. Vous créez le jeu dans votre propre esprit en fonction de vos croyances, intentions, perceptions et règles. C'est votre propre perspective unique et celle de personne d'autre et le secret est que vous pouvez et choisissez comment vous percevez les événements. Même si vous n'êtes pas conscient de la façon de contrôler et de changer votre perception pour rendre d'autres choix disponibles pour vous-même, vous choisissez toujours, même si c'est par ignorance. Jusqu'à ce que vous appreniez les compétences appropriées, votre succès en tant que trader sera déterminé par un certain nombre de facteurs psychologiques qui ont souvent peu ou rien à voir avec les marchés. Traders non réussis. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les traders ne réussissent pas. Ces raisons peuvent être regroupées en 3 grandes catégories. Manque de compétences. Le trader n'est généralement pas conscient que l'environnement de trading est différent de tous les autres environnements. Le trading a l'apparence de quelque chose qui devrait être facile à faire, associé à la possibilité de gagner d'énormes sommes d'argent dans un laps de temps relativement court. Le trader créera donc des attentes gonflées de succès. L'adhésion à ces attentes gonflées sans les compétences appropriées équivaut à la déception, ce qui équivaut à la douleur, ce qui équivaut à des dommages psychologiques équivaut à la peur. La peur diminue la capacité du trader à être objectif, à exécuter ses transactions ou à apprendre la nature fondamentale des marchés. Bien sûr, il est possible de gagner de l'argent sans les compétences appropriées. Cependant, sans ces compétences, le trader perdra invariablement ce qu'il a gagné au marché, plus encore. Le résultat est la déception, la douleur, des dommages psychologiques et la peur. Les gens ne savent généralement pas comment réparer les dommages psychologiques et, par conséquent,
ne savent pas comment se libérer de leur peur. Pour compenser, nous apprenons des moyens très sophistiqués de dissimuler notre peur. Dans la société, nous pouvons nous en sortir et même réussir avec un faux semblant de confiance, car les gens soutiendront généralement les illusions des autres sur eux-mêmes. Le marché, cependant, n'a aucun intérêt à soutenir les illusions de quiconque sur lui-même. Si un trader se sent craintif, il peut essayer de le cacher autant qu'il le veut, mais ses résultats de trading reflèteront facilement ses véritables sentiments. Croyances limitantes. La plupart des gens ont tout un assortiment de croyances qui s'opposent à leur succès en tant que trader. Certaines de ces croyances dont vous pourriez être consciemment conscient, la plupart d'entre elles, vous ne pourriez pas en être conscient. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas nier leur signification dans la façon dont elles détermineront et affecteront votre comportement en tant que trader. De nombreux traders essaieront de contourner la confrontation de ces croyances limitantes en devenant des analystes de marché experts. Peu importe à quel point vous devenez un bon analyste de marché. Si vous ne vous libérez pas des effets de ces croyances, vous ne réussirez pas dans la mesure où ces croyances limitantes ont du pouvoir dans votre système mental. Il existe de nombreux gourous du marché qui peuvent prédire les mouvements du marché avec une précision troublante mais qui ne peuvent pas gagner d'argent en tant que traders. Soit ils ne connaissent pas la nature des croyances et comment elles affectent et déterminent le comportement, soit ils ne veulent pas confronter les problèmes entourant ces croyances. Vous devez vouloir le faire ou rien ne se passera. Et si vous choisissez de ne pas le faire, vous vous soumettez au même cycle récurrent d'expériences négatives encore et encore jusqu'à ce que vous décidiez soit de travailler sur les problèmes nécessaires, soit de perdre tout votre argent et de devoir abandonner. Manque de discipline personnelle. Si le type de conditions environnementales existe qui dépasse votre niveau de compétence pour y répondre de manière appropriée, alors vous devrez instituer des règles et des limitations pour guider votre comportement jusqu'à ce que vous appreniez à agir dans votre meilleur intérêt. Quand vous étiez enfant, vos parents ne vous laissaient pas traverser la rue tout seul parce que les conséquences de votre incapacité à traverser en toute sécurité auraient pu vous priver d'une seconde chance. Quand vous avez pu faire les distinctions appropriées sur la nature du trafic, vos parents vous ont fait suffisamment confiance pour traverser la rue par vous-même. Jusqu'à ce qu'ils vous fassent confiance, ils craignaient toujours la possibilité que vous soyez heurté par une voiture. En raison de leur peur, ils ont restreint votre liberté de mouvement peu importe les opportunités qui ont pu exister pour vous de l'autre côté de la rue. Votre interaction avec l'environnement de trading fonctionne de la même manière. La différence est que personne ne vous empêche de vous tenir, au milieu de la rue pour vous faire frapper par un camion. Vous êtes le seul à pouvoir vous arrêter. Après avoir été frappé une ou deux fois, il se peut qu'il ne soit pas si facile de traverser la rue, peu importe à quel point les opportunités semblent bonnes de l'autre côté. Ce qui rend encore plus difficile de sortir dans la rue, c'est lorsque vous réalisez en plus que les voitures et les camions peuvent venir vers vous de manière apparemment aléatoire. Tout à coup, vous êtes allongé dans la rue sans même savoir ce qui vous a frappé parce que vous pensiez que vous étiez prudent. Merci d'avoir écouté cette première partie de ce livre audio. Cliquez juste sur le lien situé en haut à droite pour la deuxième partie du livre. Merci de vous abonner et donner votre avis dans les commentaires pour cette première partie du livre.